Continuons ce chapitre avec les lois fondamentales. Donc nous avons vu les caractéristiques des composants de base dans une première partie. Nous allons voir cette fois-ci que l'interconnexion des composants forme des circuits et on va voir les lois qui permettent de calculer les valeurs des courants aux bornes des composants, des courants traversant les composants et des tensions aux bornes des composants. Nous n'avons parlé jusqu'à présent que d'éléments ou de composants isolés. Ici des sources, ici des interrupteurs, et là une résistance. Nous allons à présent relier ces composants entre eux afin de former un circuit. Exemple, voici un circuit avec une source de tension et 4 résistances qui sont disposées ainsi. Un circuit ne peut fonctionner correctement que s'il est fermé. Donc ici, c'est bien le cas, le circuit est fermé. Une fois que le circuit est fermé, si jamais il était ouvert auparavant, le courant circule et des tensions en borne des composants vont s'établir. Eh bien, les lois de Kirchhoff régissent le comportement des courants et des tensions dans les circuits fermés. C'est-à-dire qu'avec ces lois, on peut calculer la valeur des courants circulant partout dans le circuit, ainsi que la valeur des tensions aux bornes de chacun des composants. Nous allons au préalable poser quelques définitions qui sont absolument nécessaires pour la suite. Et ça, ces définitions, il faut que vous les connaissiez pour toute la suite du cours. Un nœud est une jonction électrique reliant 2 ou plus composants. Voyons sur un exemple, circuit comprenant 5 composants, 1, 2, 3, 4 et 5. Voici un premier nœud. Voici un second nœud qui relie 3 composants. Un troisième nœud qui en relie 2. Et enfin, le dernier grand nœud qui relie 3 composants aussi. Donc nous avons au total 4 nœuds. Voyons à présent ce même circuit, mais j'ai rajouté, vous voyez, ce fil-là qui relie ce point-là et celui-ci. Nous avons toujours ce nœud-là qui relie 2 composants, ici un deuxième nœud qui en relie 3, et celui-là, vous voyez, qui relie 4 composants. 1, 2, 3 et 4 composants sont reliés au même nœud. Nous n'avons donc plus que 3 nœuds. Ça nous amène à voir que ce composant-là a ces 2 bornes qui sont reliées au même nœud. Si les 2 bornes d'un composant sont reliées au même nœud, alors il est en court-circuit. Et ça, c'est une définition à connaître absolument. S'il est en court-circuit, c'est ce que nous avons vu dans la première partie, par définition, ça implique que la tension à ces bornes soit nulle, quel que soit le courant le traversant. Donc, attention, car ça endommage le composant lorsqu'il est en court-circuit. Donc, si vous êtes amené à faire un court-circuit sur une résistance, c'est pas très grave, ça va cramer la résistance. Si vous êtes amené à faire un court-circuit sur une alimentation, par exemple, vous reliez la borne plus et la masse, donc le rouge et le noir ensemble, là, ça détruit l'alimentation, c'est quand même beaucoup plus dommage. Nous avons donc défini le nœud, puis ensuite un composant en court-circuit, et on va voir la troisième définition, troisième et dernière. Une boucle, dite aussi maille, est un chemin fermé qui suit le circuit et passe dans une suite de composants sans traverser un nœud plus d'une fois. On va voir tout de suite un exemple permettant de fixer les idées. Reprenons le même schéma que tout à l'heure. Nous avons donc une première maille ou boucle qui passe par ces 3 composants et qui ne fait pas de multiples tours, donc elle passe qu'une seule fois par les nœuds. Vous voyez que les boucles sont orientées, il y a une flèche. Donc personnellement, parce que j'ai l'habitude, j'ai choisi de le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le sens a une importance. Donc ça c'est la première,
La seconde boucle passe par ces trois composants-là. Et il y a une troisième boucle, qui est la grande boucle, qui passe par les quatre composants extérieurs. Donc on voit que cette grande boucle qui englobe les deux autres est redondante. La rouge et la verte là sont indépendantes, mais la troisième est redondante avec les deux autres. Donc on va voir un nouvel exemple avec l'exercice 2 du TD numéro 2. Nous avons donc une première boucle ici qui passe sur les trois composants, une seconde qui passe sur ces trois composants-là, une troisième qui passe ici sur un seul composant, une quatrième ici qui fait le tour, et ma foi la cinquième qui fait le grand tour, qui passe par tous les composants, sauf celui du milieu. Nous avons donc 5 boucles. Autre chose d'extrêmement important, la tension s'établit aux bornes de chaque composant, donc entre deux nœuds. En effet, chaque composant est relié entre deux nœuds. Vous pouvez vous imaginer, vous êtes le composant, vous avez deux bras, vous les tendez de chaque côté, voilà, ce sont les deux nœuds. Il ne peut pas y en avoir plus. Voyons l'exemple sur toujours l'exercice 2 du TD2. Donc voyons déjà les nœuds. Nous en avons un premier ici qui relie ces deux composants, un second nœud qui relie ces trois composants, un troisième nœud ici et un quatrième bleu clair qui fait tout le tour en bas. Donc nous voyons par exemple que la tension U3 est liée au composant ici, qui est branché entre le nœud violet et le nœud bleu. Donc la tension U3 est entre le nœud violet et le nœud bleu. Or, cette tension-là, qui est en diagonale, existe entre ce nœud bleu et ce nœud violet. Donc, ces deux tensions sont égales, puisqu'elles sont entre les deux mêmes nœuds. Par ailleurs, pour ce composant-là, la tension U6 est entre le nœud bleu et le nœud bleu, c'est-à-dire que cette tension-là est nulle. Le composant est en court-circuit, on l'a vu. Un composant dont les deux nœuds sont identiques est en court-circuit, la tension est nulle, quelle que soit l'intensité qui y circule. Donc, on l'a vu, c'est dangereux pour le composant. Ici, c'est juste un cas d'école. La première loi de Kirchhoff est celle en tension, et c'est la base de tout. La somme algébrique des tensions dans une boucle est nulle à chaque instant. Le mot important, c'est algébrique. Ça signifie que l'on prend en compte le sens de parcours de la boucle. Si U va dans le sens de parcours de la boucle, U est compté positivement. Et réciproquement, la tension est comptée négativement si elle est dans le sens inverse de parcours de la boucle. Exemple, toujours avec le même exercice 2 du TD2, j'ai laissé les nœuds en couleur. Voici une boucle, par exemple. Donc, elle est orientée, comme je vous l'ai dit au départ, avec une flèche, très important. Je la fais par habitude dans le sens des aiguilles d'une montre. U2 est dans le sens de parcours de la boucle, donc elle sera comptée positivement. 8 volts est dans le sens inverse de parcours, donc elle sera comptée négativement. Et U5 est dans le sens de parcours de la boucle, elle sera comptée positivement. Donc nous avons l'équation suivante de cette boucle, plus U2 moins 8 plus U5 égale 0. Et vous voyez que, bon, ici U2 et U5 sont inconnus, donc on ne peut pas faire grand-chose avec cette équation. Mais on peut en écrire d'autres avec les autres boucles du circuit, et on peut ainsi déterminer la tension aux bornes de chacun des composants. Seconde loi de Kirchhoff en courant, qu'on appelle aussi la loi des nœuds, la somme algébrique
des courants dans un nœud est nul à chaque instant. On a encore le mot algébrique qui signifie que la valeur des courants aura un signe. Le courant est compté positivement s'il entre dans le nœud, et le courant est compté négativement s'il sort du nœud. Exemple avec cet exercice 3 que vous verrez dans le TD numéro 2. Première chose à faire tout le temps, c'est de faire les nœuds en couleur. Donc ayez toujours des crayons de couleur sur vous. Premier nœud qui relie 3 composants, second nœud qui en relie 2 et troisième nœud en bas. Donc vous voyez ici, vous avez une source de tension, 5 volts, US, U source, et 3 résistances, R1, R2, R3. On a donné les valeurs de ces 3 résistances. Deuxième chose qu'il faut toujours faire, c'est mettre la polarité de la tension. Donc le plus est toujours là où est la flèche. Donc le plus pour la source de tension est là. Ça signifie que le courant I-source sort de la source de tension par le plus, donc il va dans cette direction. Le courant I-source continue son chemin et il se retrouve ici à une intersection. Il va donc se diviser en deux parties qui ne sont pas nécessairement égales, que j'appelle donc I1 et I2. I1 continue son parcours en traversant la résistance 1, et il n'est pas changé. I2 continue son parcours en traversant la résistance 2, puis en allant et en traversant la résistance 3, et il revient ici. Et enfin, ces deux courants arrivent à une intersection, ils se rejoignent pour faire de nouveau le courant IS, puisque nous retournons direct ici à la source. Donc le courant IS est évidemment le même ici avant la source et après la source. Écrivons à présent la loi des nœuds, la loi de Kirchhoff en courant, pour ce nœud rouge. Le courant qui rentre dans le nœud, c'est IS, donc on a plus IS. Et il y a deux courants qui sortent du nœud, ce sont I1 et I2. On a donc l'équation plus IS moins I1 moins I2 égale 0. On peut aussi écrire la loi des nœuds sur ce nœud bleu ici, puisque on voit qu'on a un embranchement là. Le courant qui rentre dans le nœud, ça sera I2, I1 rentre dans le nœud aussi, et IS en ressort. Donc nous avons l'équation, cette fois-ci, I1 plus I2 moins IS qui sort du nœud égale 0. Alors on s'aperçoit évidemment que ce sont ici les deux mêmes équations des nœuds. Donc en fait, dans ce circuit-là, nous avons plusieurs équations des nœuds, mais elles sont redondantes. Donc une seule nous est utile. Et donc maintenant, on va voir les étapes de l'étude d'un circuit. J'ai mis plein d'étoiles parce que c'est toujours comme ça que vous ferez tout au long de ce cours. Donc c'est quelque chose à connaître et à faire de façon systématique. Première étape, on fait les nœuds en couleur. Donc je reprends toujours le schéma de l'exercice 3 du TD2. On fait les nœuds en couleur. Donc ici, nous avons vu qu'on avait 3 nœuds. Ensuite, on met le plus sur la ou les sources. Ici, nous avons une seule source de tension, US. Le plus est donné par le sens de la flèche. La flèche va là-haut, donc le plus est toujours vers la flèche. Donc on met le plus ici. Ensuite, on dessine les courants en suivant le circuit et on les nomme. Donc ça, on l'a déjà vu. IS sort du plus de la source, donc il est orienté comme ceci. Puis ensuite, IS continue son chemin
il arrive à l'embranchement où il se divise en deux parties qui, je le rappelle, ne sont pas forcément égales, I1, I2. I1 traverse R1, I2 traverse R2, puis arrive sur R3, traverse R3, puis se retrouve là. Les deux courants arrivent à l'embranchement ici et se rejoignent pour former, on l'a vu tout à l'heure, le courant IS. Ensuite, on met les polarités plus, pas la peine de mettre les moins, sur les résistances, sachant que le courant rentre par le plus pour un récepteur. Les résistances sont des récepteurs, donc le sens du courant indique le plus pour la résistance. I1 rentre par ici, donc le plus est là. I2 rentre par là, donc le plus est ici. Et I2, qui a traversé R2, rentre sur R3, donc le plus est ici. Ensuite, on dessine les tensions sur tous les composants, sachant que la flèche est toujours orientée vers le plus. Donc, pour cette résistance R1, le plus est ici, donc la flèche est orientée dans ce sens, on la nomme U1 dans un souci d'originalité. Pour R2, le plus est ici, donc la flèche de la tension va dans ce sens, on la nomme U2. Et pour le composant 3, le plus est ici, donc ça sera le bout de la flèche, on nomme cette tension U3. Alors vous allez me dire que c'est très lourd ensuite comme schéma. Et vous avez bien raison. Donc, dans la pratique, là je l'ai fait de façon très détaillée pour vous montrer pas à pas, de façon à ce que vous fassiez bien comme ça, mais dans la pratique, vous n'allez pas écrire tous les courants. Par exemple, I2 qui rentre dans R2, et puis vous n'allez pas faire la flèche I2 ici, puis de là, etc. Une fois que vous saurez bien, vous vous contenterez de ce qui est essentiel. Donc, par exemple, vous enlèverez ce courant IS là, vous n'avez pas besoin. On sait que IS fait ce chemin. Puis ensuite, bon, I1, I2, c'est essentiel. Ce I2 là, on peut l'enlever aussi. Celui-ci, même chose. Ce troisième I2, pareil. Ce quatrième, pareil. On sait que I1 traverse la résistance, donc bon, on ne va pas le mettre. Et puis IS, même chose. Voilà. Et les tensions, par contre, ça, il faut mettre la tension sur chaque composant. Les polarités, très sincèrement, je vous conseille fortement de les mettre. Donc, quand vous dessinez les courants, IS sort du plus, hop, ça va dans IA, vous mettez le plus tout de suite, hop, ça va dans R2, vous mettez le plus tout de suite, et vous continuez, mais sans nommer les courants. I2 arrive sur la résistance 3, hop, on met le plus, et ensuite voilà. Et une fois que vous avez mis les plus, vous mettez les tensions et vous les nommez. Donc là, le schéma est beaucoup plus clair. On peut passer à la suite. Sixième étape, on dessine les boucles. Donc ici, on en a deux qui sont indépendantes, la première là, et la seconde ici. Dernière étape, on écrit les lois. Loi d'Ohm pour chacune des résistances et loi de Kirchhoff, c'est-à-dire loi des nœuds. Donc là, on a vu qu'on en avait une. Et loi d'émail, donc on a deux lois d'émail. Donc on va voir comment on fait cela de façon concrète. Écrivons tout d'abord la loi d'émail correspondant à cette maille numéro 1. Puisque c'est la plus simple, hein, il n'y a que deux composants. Et en plus, on connaît US. Donc, US est dans le sens de parcours, donc positif, plus US. U1 est dans le sens inverse, donc moins U1, égale 0. Ce qui nous donne la valeur de U1. On a la valeur de U1, on a la valeur de R1. Avec la loi d'Ohm, on peut en déduire la valeur de I1. Loi d'Ohm pour R1, U1 égale R fois I1, donc I1 égale 0,5 A. À présent, écrivons la loi d'émail dans la maille numéro 2.
U1 est dans le sens de parcours, donc plus U1. U2 est dans le sens inverse, moins U2. U3 est dans le sens inverse, moins U3. Le tout égale 0. U1, on connaît. U2 ou 3 sont inconnus, mais R2 et R3 sont traversés par I2. Donc on utilise la loi d'Ohm. On remplace tout de suite, hein. C'est plus simple. U1 vaut 5 volts. 5 volts, moins R2I2, moins R3I2. Il n'y a qu'une seule inconnue, c'est I2. On en déduit donc la valeur de I2. Nous avons donc trouvé U1, I1 et I2. À présent, c'est très simple de trouver les... Avec la loi d'Ohm, nous pouvons écrire et calculer U2. U2 c'est R2I2, donc on a toutes les valeurs, 3 volts. Et on peut calculer la tension U3, R3 fois I2, toujours, 2 volts. Et enfin, avec la loi des nœuds, donc dans le nœud rouge, qui dit que le courant qui rentre dans le nœud, c'est IS. Donc comptez positivement. Les courants qui sortent du nœud sont I1 et I2. Donc on a IS moins I1 moins I2 égale 0. On connaît tout sauf IS. On en déduit donc IS. Voilà quelles sont les étapes et la méthode pour déterminer toutes les tensions aux bornes des composants et tous les courants les traversant. Nous allons voir la dernière partie de ce grand 2 qui concerne les liaisons série et les liaisons parallèles. Donc, ce sont des définitions. Deux éléments sont dits connectés en série lorsqu'ils ont un nœud commun auquel aucun autre composant n'est relié. Ce qui implique qu'ils sont parcourus par un même courant. Voyons sur le schéma, toujours le même. Nous avons ce nœud vert qui relie R2 et R3. Aucun autre composant n'est relié sur ce nœud vert. Donc, R2 et R3 sont en série. Et effectivement, nous avons vu, et c'est logique, qu'ils sont parcourus que ces deux résistances sont parcourues par un même courant que nous avions nommé I2. Deux éléments sont connectés en parallèle lorsqu'ils sont connectés entre deux nœuds communs. Donc, les éléments parallèles sont affectés de la même tension. Voyons toujours sur le même exemple. Alors c'est pour ça qu'il est important de faire les nœuds en couleur, parce que là on voit tout de suite qu'entre le nœud rouge et le nœud bleu, il y a la source qui est connectée et il y a aussi R1. Et ce sont les deux seuls. Donc la source et R1 sont connectés en parallèle. Donc on peut tout de suite dire que U1, que je dessine ici, est égal à la tension sur la source, donc à 5 volts. Il n'y a plus besoin de faire la loi des mailles. De toute façon, cette conséquence, U1 égale 5 volts, est issue de la loi des mailles. Cela termine ce grand 2 sur les lois de Kirchhoff.